L'Europe est en guerre. À l'Est, la Russie détruit l'Ukraine et menace la Pologne et l'Estonie. Plus loin, la Chine dépasse les industries européennes, surtout dans le secteur des véhicules électriques. Et à l'Ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre affrontement apparaît. Mais celui-ci ne se mène pas avec des chars ni avec des tarifs douaniers. C'est une guerre culturelle. Au centre de ce combat, il y a une question de valeur. Quelle vision doit guider l'Europe et l'Occident ? La démocratie libérale, le conservatisme, le nationalisme ou les idées progressistes ? Et derrière tout cela, une lutte plus profonde encore, celle de l'identité européenne. L'Union européenne peut-elle agir avec dignité et autonomie sur la scène mondiale ou restera-t-elle toujours dans l'ombre des États-Unis ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le tout nouveau European Sentiments Compass 2025, un rapport commun de la European Cultural Foundation, ECF, et du European Council on Foreign Relations, ECFR. C'est un article écrit par Pavel Zarka. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul et bienvenue sur l'UE Simplifié. Aujourd'hui, nous allons voir 3 choses. D'abord, ce qu'est vraiment cette guerre culturelle entre les États-Unis et l'Europe. Ensuite, les solutions proposées par Pavel. Et enfin, bien sûr, mon avis personnel à la fin. S'il y a eu un moment où l'Amérique de Trump a ouvertement déclaré cette guerre culturelle, c'est bien le discours du vice-président Vance à la conférence de sécurité de Munich, plus tôt cette année. What I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Ce discours, devenu tristement célèbre, illustre 3 façons claires dont le mouvement MAGA a lancé son offensive contre l'Europe. Premièrement, en présentant délibérément les relations entre l'UE et les États-Unis comme une fracture de valeurs. Deuxièmement, en affichant une volonté nouvelle et ouverte d'interférer dans les élections européennes. Vance a vivement dénoncé l'annulation de l'élection présidentielle roumaine de 2024. Et troisièmement, en faisant de la liberté d'expression un cri de ralliement pour la nouvelle droite européenne, en citant par exemple les interventions policières au Royaume-Uni ou encore la répression du prétendu discours antiféministe en Allemagne. En résumé, le mouvement MAGA exporte sa politique de guerre culturelle en Europe, s'émince dans les affaires européennes, notamment les élections, et soutient les partis alignés sur son agenda. Et cela marque une rupture majeure avec les pratiques de longue date. Parce que vous voyez, Vance et Musk ont tous deux rencontré Alice Weidel, la chef de l'Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand, seulement quelques semaines avant les élections fédérales. Et l'AfD est aujourd'hui le 2e parti du pays. En Roumanie, le dirigeant nationaliste George Simion s'est ouvertement présenté comme allié de Trump, allant même jusqu'à apparaître dans le podcast de Steve Bannon. Et, après une rencontre pour la Saint-Patrick à la Maison-Blanche, Trump a lui-même soutenu le combattant de MMA Conor McGregor pour la présidence cérémonielle de l'Irlande. Mais l'exemple le plus marquant reste la Pologne. Durant la campagne du printemps 2025, Trump a accueilli le candidat nationaliste Karol Nawrocki à la Maison-Blanche et lui a apporté son soutien personnellement sur les réseaux sociaux. Nawrocki a depuis remporté la présidence polonaise. Et de grands affrontements électoraux sont encore à venir. En France notamment, où Trump a déjà affiché son soutien à Marine Le Pen et au Rassemblement national, allant même jusqu'à publier sur les réseaux sociaux « Libérez Le Pen ». Pas à pas, élection après élection, l'Amérique de Trump cherche à déplacer le centre de gravité idéologique de l'Europe dans la direction du mouvement MAGA. Mais la stratégie MAGA ne se limite pas à s'émincer dans les affaires européennes. Elle repose aussi sur l'intimidation et l'humiliation. C'est la 2e couche de sa guerre culturelle contre l'Europe. Humiliation numéro 1. Le commerce. L'accord commercial entre l'UE et les États-Unis de juillet 2025 l'a montré de façon éclatante. Le camp MAGA a exploité les hésitations et les divisions européennes, poussant la Commission à accepter un plafond de 15% sur les taxes douanières et à promettre d'investir des centaines de milliards d'euros aux États-Unis. Résultat, l'Europe est apparue faible, humiliée, et l'opinion publique européenne est en sortie déçue. Humiliation numéro 2. La défense. Trump a menacé de quitter l'OTAN si l'Europe n'augmentait pas ses dépenses militaires. Puis il a rendu public des messages privés du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui le flattait « L'Europe va payer énormément, ce sera ta victoire ». Trump les a partagés en ligne avec jubilation. Le sommet s'est terminé avec Rutte plaisantant en appelant Trump « Daddy ». C'est encore un moment marquant qui a donné l'image d'une Europe réduite au rôle d'enfant obéissant. Humiliation numéro 3. L'Ukraine. Les Européens veulent être présents à la table des négociations pour mettre fin à la guerre. Trump, lui, préfère des discussions bilatérales avec Vladimir Poutine, traitant les dirigeants européens comme des simples figurants, et non comme des partenaires à part entière du processus. Regardez les images. D'un côté, Trump face à son grand adversaire, Poutine, en égal. De l'autre, les dirigeants européens relégués au rang de vassaux. La stratégie MAGA repose donc sur 3 axes. S'émincer dans les élections pour faire élire des conservateurs proches du mouvement, rebaisser publiquement l'Europe et ses dirigeants jusqu'à ce que ses électeurs acceptent un rôle subordonné et importer en Europe les thèmes de guerre culturelle américaine, par exemple la liberté d'expression, l'avortement ou la politique universitaire, pour obliger l'Europe à se battre sur le terrain de MAGA. Voilà la guerre culturelle que mène l'Amérique de Trump. Mais pourquoi ? Et pour nous, la réponse est simple. Parce qu'une Union européenne forte et unie n'est pas dans l'intérêt de Trump. Une Europe qui est vraiment autonome,
qui achèterait moins d'armes américaines, dépendrait moins de la technologie américaine et parler d'une seule voix serait un concurrent. Fragmentée en 27 États, l'Europe est bien plus facile à influencer, à monter les uns contre les autres et à maintenir dans la dépendance. Prenons le commerce. Il est bien plus simple de signer un accord déséquilibré avec un pays de 5 millions d'habitants qu'avec un bloc de 450 millions. Mais, et c'est un point majeur, l'Europe résiste. Pas tellement par les politiciens, mais par ses citoyens. Malgré la poussée du mouvement MAGA, le soutien à l'Union européenne est en plein essor. L'Eurobaromètre montre que la confiance vers l'UE est à son plus haut niveau depuis 2007. Dans presque tous les États membres, des majorités se sentent attachées à l'Europe, s'identifient comme citoyens de l'UE et se disent optimistes pour l'avenir. Il y a des exceptions. La Grèce, Chypre, la Tchéquie et ici en France, mais elles le sont depuis longtemps. Et contrairement à l'époque du Brexit, presque personne ne souhaite que son pays quitte l'Union. Pour l'avenir, les citoyens veulent plus d'Europe et pas moins. Environ 81% des sondés souhaitent une politique de défense commune, un chiffre qui est incroyablement élevé quand on y pense. Et dans les 27 États membres, des majorités estiment que la voix de l'UE compte dans le monde. Le public semble donc prêt. La vraie question est-ce que les dirigeants, eux, le seront ? D'après ce rapport, Pavel affirme que l'UE doit faire 4 choses si elle veut vraiment gagner la guerre culturelle contre les États-Unis. Numéro 1. Les libéraux doivent arrêter de copier les populistes. Chaque fois que les partis traditionnels essayent de faire du populisme mieux que les populistes, ils ne font que les renforcer. À la place, il faut défendre les valeurs libérales avec confiance. Reprendre des mots comme souveraineté, patriotisme, nation. Mais dans une version européenne. L'Europe ne doit pas être seulement la bureaucratie bruxelloise, elle doit être quelque chose en quoi les citoyens croient vraiment. Pas une version diluée du MAGA, mais son exact opposé. Et les dirigeants doivent l'expliquer clairement. Dans un monde dangereux, seule l'Union européenne garantit la prospérité et la liberté. Numéro 2. Arrêtez de flatter Trump. Plus de poignées de main forcées, plus de sourires gênés et surtout pas de Daddy Trump. Cela ne fait que l'encourager. S'il propose un mauvais accord commercial, il faut dire non. Et ça sera douloureux à court terme. Mais à long terme, cela prouve que l'Europe ne se laisse pas bousculer. Et c'est crucial, car les citoyens doivent croire que l'Europe peut tenir tête et gagner cette guerre culturelle plutôt que de glisser vers un statut de vassal. Numéro 3. Bruxelles doit reconnaître qu'elle est bel et bien dans une guerre culturelle. Et l'UE dispose déjà de tout un arsenal. Une politique commerciale forte, check. Le Digital Services Act, check. Le Digital Markets Act, check. L'instrument de cohésion, check. Ces outils ne sont pas faits pour prendre de la poussière. Quand les Américains passent à l'attaque, l'Europe doit être prête à répliquer. Et surtout, le faire ensemble. Car Trump adore le bilatéral, le diviser pour régner. Mais l'UE ne gagne que lorsqu'elle agit comme un seul bloc. Numéro 4. La nouvelle droite doit redescendre sur terre. Le mouvement MAGA n'est pas son allié naturel. Être le chien de garde de l'Amérique ne rend pas plus souverain, au contraire, cela affaiblit. Si Trump impose sa vision, il appliquera des taxes douanières sur l'Europe, réduira les garanties de l'OTAN et conclura sans scrupule des accords parallèles avec la Russie. Ce n'est pas reprendre le contrôle, c'est le perdre. Même les nationalistes devraient le comprendre, seul le cadre européen est assez solide pour protéger leur souveraineté et leur prospérité. Et sans lui, tout le monde perd. Au final, Pavel soutient que l'Europe peut maintenir un lien transatlantique fort, mais uniquement en tant que père, pas en tant que vassal. Comme un partenaire avec sa propre voix, écrivant sa propre histoire et non pas un simple figurant dans celle des autres. Et voici mon opinion. Le rapport soulève des points forts, et je suis particulièrement d'accord sur la question de l'humiliation. Quand Trump est arrivé au pouvoir, je comprenais pourquoi la France, comme beaucoup d'autres pays européens, a essayé de le flatter. La logique semblait plutôt simple. Rester en bons termes pour protéger nos priorités comme soutenir l'Ukraine, obtenir un accord commercial équitable et préserver le soutien de l'OTAN. Mais honnêtement, ça nous a servi à rien. Sur le commerce, non. L'accord que nous avons obtenu est très déséquilibré et la France n'a pas été favorisée. Sur l'OTAN, certes, les Américains ne sont pas retirés, mais Trump a affaibli l'alliance. La France ne peut pas être sûre que l'article 5, la promesse de défense mutuelle, tiendrait si la Russie testait nos frontières, ou celle de la Pologne. Et pour l'Ukraine, Trump semble plus proche de Poutine que l'Europe et donc de la France. L'essentiel de l'aide militaire et financière vient désormais de l'Europe elle-même et pas des États-Unis. Et il y a un autre problème. On voit déjà des perspectives américaines sur des sujets comme l'avortement, la migration ou les guerres culturelles entre la gauche et la droite s'infiltrer dans la politique française. Ce n'est vraiment pas naturel, mais ça influence nos débats nationaux et notre manière de penser nos propres priorités. Et je ne suis pas en train de que parler de l'extrême droite, ça vient des deux côtés. La bonne nouvelle, la France, au sein de l'Union européenne, a encore du poids. Si nous n'avions pas de l'UE, la France serait encore plus faible, un simple vassal des États-Unis. Mais dans l'UE, nous pouvons peser, dire non et défendre nos intérêts. L'UE donne à la France la force de ne pas subir. Donc, en regardant tout ça, la stratégie de flatter les Américains n'a pas vraiment fonctionné. Il est temps pour la France et l'Europe de prendre confiance, de se défendre et de peser dans le monde. Parce qu'en vérité, avec l'Europe, la France est une puissance mondiale. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!